Bonjour Christian Perron, vous êtes chef des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Vous êtes aussi un ancien conseiller du ministère de la Santé, ancien président du Haut Conseil de la Santé publique. On peut dire que votre livre est un brûlot qui fait beaucoup parler, qui est en tête des ventes aujourd'hui. Il s'intitule « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» publié chez Albin Michel. C'est un livre qui provoque la fureur de nombreux professionnels de santé qui vous accusent pêle-mêle de complotisme, de mensonges. Surtout, vous reprochent d'avoir dit on aurait pu éviter la mort de plusieurs milliers de personnes en France dans cette crise de la Covid-19. Vous maintenez ces affirmations? Bien sûr, et moi je suis très serein parce que on m'a accusé de tas de choses horribles écrites dans ce livre. Les gens n'avaient pas encore lu le livre parce que comme il avait du succès, il était en rupture de stock. Donc avant même de le lire, ils ont mis dans ma bouche des propos que je n'ai jamais tenus. Il n'y a aucune diffamation dans ce livre. Tout ce que je dis est sourcé dans les gens qui l'ont lu, ont été impressionnés parce que tout ce que j'affirme, il y a les références, les preuves à la fin. Donc je suis très serein. J'ai dit ça, c'est vrai que c'est un coup de colère parce que cette gestion a été calamiteuse. Il n'y a jamais eu de décision. Vous dites un confinement qui confine à la bêtise. Je reprends le titre du chapitre, ouais, par exemple. C'est de tout, le confinement, les masques, les tests, les traitements. On n'a jamais pris de décision. La seule action que j'ai vue, c'était on compte les morts et on attend. Donc tous les soirs, on avait le compte des morts à la télé. On ne lisait jamais ce qu'on allait faire. Oui, on est en train d'évaluer, on va faire, on va tester. On aura des résultats, des traitements dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Et on ne gérait pas au quotidien. Tous les jours, à une époque, il y avait 500 morts par jour. Et personne ne faisait rien. Oui. Vous dites l'accusation, par exemple, vous dites, et c'est aussi le titre d'un chapitre, certains savaient. Ben oui, mais dès le début, ils savaient. Mais alors, par exemple, sur les masques, il n'y avait pas de masques, ils le savaient très bien, parce que c'est eux qui avaient... Pas eux, il y a eu plusieurs gouvernements en cause là-dedans, mais moi, en 2011, j'avais signé un rapport, quand je présidais le Haut Conseil de la Santé publique, qui avait été fait à la demande du gouvernement, pour dire comment gérer les stocks de masques. Quand j'ai relu ce rapport plusieurs années après, je suis fier de ce que j'ai écrit. Tout était écrit, comment faire tourner les stocks, etc. Après, il y a des hauts fonctionnaires qui ont dit les masques, on s'en fout, poubelle. Et ils le savaient très bien. Pourquoi ils n'ont pas... repris tout ça en main, même avant, parce que après on dit c'est bien joli de donner des leçons après, mais moi je ne savais pas du tout en janvier, en février, s'il allait y avoir quelques centaines de cas, si ça allait être la catastrophe. Les deux options étaient possibles, mais on n'était pas prêt dans le cas d'une attaque plus importante du virus. Il faut être préparé. C'est pas de crier au loup. Au début, j'ai jamais dit c'est une grippette où il y aura des millions de morts. Moi, je regardais ce qui se passait en Chine. Je voyais que la mortalité globale était très faible, mais que les personnes âgées, les gens à risque, avaient une mortalité très élevée. Donc, moi, je suis resté sur cette ligne. Préparons-nous. Mais je vois qu'on n'était pas du tout préparé. Alors, après, on pouvait... Et là où je dis que c'est un peu un mensonge d'État, c'est qu'au lieu de dire en janvier, février, bon, excusez-nous, on n'a pas prévu, on voulait commander des masques, on ne l'a pas fait, de dire la vérité aux Français, en disant voyez comment vous pouvez vous débrouiller, fabriquer vos masques tout seul en attendant qu'on en commande, ou je ne sais pas, mais de mentir aux Français en disant les masques ne servent à rien, c'est ça que je reproche. Oui, vous dites, et c'est d'ailleurs le sous-titre du livre, vous parlez d'incompétence et d'arrogance. Oui. De qui ? Mais à la fois des experts, du gouvernement, les Français sont en colère parce qu'ils voient qu'au jour le jour, on leur a un petit peu bourré le mot en disant tout va bien, attendez braves gens, on s'occupe de vous, on va prendre des décisions quand il fera beau. Mais il n'y a jamais eu de décision de prise. Alors est-ce qu'on peut dire pour autant, et c'est ce que vous avez dit, on aurait pu sauver 25 000 vies, ou en quelque sorte, on a laissé mourir, à l'inverse, c'est ça que ça veut dire, on a laissé mourir 25 000 personnes. Je ne dis pas maintenant, après les courses, je l'ai dit au début. Au début, je ne suis pas allé sur les plateaux de télé, parce que j'avais confiance, je pensais que tout allait bien. Quand j'ai vu que ça commençait à dérailler, j'y suis allé en disant, il y a des données très solides sur la chloroquine en Chine, il y a Raoult qui commence à en parler, ça a l'air de marcher, faisons des stocks tout de suite. Tous les pays du monde ont fait des stocks. La Grèce, immédiatement, a demandé à son industrie de fabriquer de la chloroquine en masse. Ils ont des mortalités très faibles. Prenons les mesures de prévention. Ça n'a pas été fait. Et on a laissé, on attend, on fait des essais. Le ministère s'est vanté que la France est le pays qui a fait le plus d'études de recherche clinique sur les médicaments. On n'a toujours pas les résultats. Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé à ce moment-là, a dit devant la commission parlementaire « On était prêts, on avait anticipé, je n'ai rien à me reprocher, on a été même meilleur que les autres. » Le général Gamelin, il a dit la même chose au moment de la débâcle de 40. On était prêts, mais on n'avait rien fait. C'est terrible d'entendre ça. Comment ça, c'est terrible? Parce qu'au fond, vous l'accusez de mentir, vous dites quoi?
Je pense qu'elle n'a pas pris la mesure de la chose. Elle n'est pas une spécialiste des maladies infectieuses. Elle a été mal conseillée. C'est ça que je reproche. Dans mon livre, si vous regardez, j'explique comment on a démantelé toutes les structures qui étaient capables de gérer l'urgence sanitaire pour des raisons d'économie, soi-disant de séparation des pouvoirs et des experts. Et on a demandé à des experts qui n'étaient pas du tout faits pour l'urgence sanitaire. Ce sont des experts du sida qui géraient les choses à long terme. On va faire des études, on aura les résultats à la Saint-Glinglin. Quand tout le monde sera mort, on comptera les morts et on vous donnera le traitement qu'il faut. Ouais, mais là, vous êtes en proie aux attaques du Collège de déontologie, du Conseil de l'Ordre qui vous saisit. Pour l'instant, j'ai aucune attaque. J'ai une invitation cordiale du Conseil de l'Ordre pour une rencontre confraternelle. Moi, ce sont quand même des collègues, avant même d'avoir lu mon livre, qui ont été dire au Conseil de l'Ordre que j'avais diffamé. Ils ont mis dans ma bouche des propos absolument horribles, y compris sur des plateaux de télévision que je n'ai jamais... Quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'ils ont dit que vous n'avez pas dit? Là, oui. C'est dans le domaine public, je ne veux pas attaquer telle ou telle personne, mais franchement, il y a des propos totalement scandaleux, même diffamatoires vis-à-vis de moi. Et ça a été balancé comme ça au Conseil de l'Ordre, à l'assistance publique. Donc vous demandez, vous, à être entendu par le Conseil de l'Ordre? Bien sûr, de toute façon, je vais aller les voir, c'est très important, je puisse discuter avec eux, d'expliquer mon point de vue. Je n'ai diffamé personne, j'ai fait aucune atteinte au code de déontologie. Code de déontologie, c'est de diffamer quelqu'un dans sa pratique, d'avoir des pratiques... Moi, je suis fier de ce que j'ai fait avec mon équipe à Garches. On a quand même, en France, avec Marseille, c'est à l'hôpital de Garches, c'est là où il y a eu le moins de décès chez les patients hospitalisés. Je suis fier de ce résultat. Parce que vous leur avez donné de l'hydrochloroquine? Bien sûr, on l'a fait dans le cadre du décret, parce qu'on était un peu encadré, mais chez les gens qui étaient hospitalisés, qui étaient avec une pneumonie, qui avaient besoin d'un peu d'oxygène, on les a traités systématiquement par hydroxychloroquine, azithromycine. Et on a eu, le jour où on a commencé à faire ça, il n'y avait plus beaucoup moins de passages en réanimation et de décès. C'était spectaculaire. Même les aides-soignants, les infirmiers de mon service l'ont vu du jour au lendemain. Alors évidemment, mes collègues qui ont interdit partout dans certains services l'hydroxychloroquine m'en veulent parce que maintenant les résultats ils éclatent au grand jour. Puis vous en veulent aussi parce que vous avez dit qu'il y avait des conflits d'intérêts et que parce que vous avez dit qu'en fait ils étaient en gros achetés par des labos. C'est pas moi qui l'ai dit le premier. Il y a eu déjà des articles dans Mediapart, dans Marianne. Je suis pas le premier à avoir mis ça en avant, mais on a le droit, parce qu'Olivier Véran, ce qui m'a choqué le jour, il a dit oui, mais ces liens d'intérêt sont tout à fait légaux. Un lien d'intérêt est légal. Un médecin a le droit de travailler pour l'industrie, il le déclare, ok, bon. Mais à partir du moment où il est dans une commission nationale qui va décider de la santé publique, de la peau des Français, à toucher de l'argent, il doit, si normalement il a un comportement éthique, se retirer en disant bah, désolé, là j'ai touché de l'argent de ce laboratoire et sa molécule peut être discutée parmi les options de traitement, je ne peux pas siéger. Et le ministre, et ça j'en veux beaucoup au ministère de la Santé, aurait dû vérifier, avant de s'appuyer sur ces experts, que ce soit le conseil scientifique, que ce soit le Haut Conseil de la santé publique, où beaucoup ont des conflits d'intérêts majeurs avec les laboratoires, dont le laboratoire Gilead, ou même à Vic et à Abbott, qui sont concernés là-dedans, ils auraient dû vérifier et les exclure de ces commissions. Oui. Ça c'est passible de la justice. Ce n'est pas normal. Et les Français sont en colère parce qu'ils voient que l'industrie pharmaceutique a infiltré maintenant le monde de la santé. Quand on voit que le remdesivir... Pour finalement, vous dites, pour favoriser un traitement, un vaccin... c'est pour ça que Raoult et vous, d'ailleurs, on vous dit, vous êtes le nouveau Didier Raoult. C'est pour ça qu'au fond, vous êtes l'objet, presque, vous avez dit aussi, de menaces, presque de menaces. Pas contre moi. Sur les menaces, bon, ils veulent me faire peur, mais j'ai pas peur parce que je suis serein. Tout ce que je dis est vérifié. Il n'y a aucun souci. Effectivement, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, ça coûte rien. Ils veulent absolument caser le remdesivir, qui est une molécule qui a montré qu'elle ne marchait pas du tout sur la mortalité. Ils ont quand même truqué aux États-Unis l'étude en cours de route. Quand ils voyaient que ça ne marchait pas sur la mortalité, ils ont changé les critères d'évaluation. Donc on a menti en disant que l'hydroxychloroquine ne marchait pas. Oui. Parce que l'hydroxychloroquine, ça marche. C'est prouvé, l'étude de Raoult, elle est parfaite. Quand on dit qu'il fallait un placebo pour le démontrer, je rappelle que l'OMS a écrit des rapports, quand est-ce que c'est éthique ou pas de donner un placebo. À partir du moment où en Chine et sur les premières études de Raoult, on voyait que la chloroquine marchait, c'était plus éthique de faire un placebo. Et l'étude de Raoult, sur le plan scientifique, elle est parfaite. Alors maintenant, ce que je trouve dégueulasse, c'est que mes collègues, oui, mais à Marseille, Raoult, il a planqué les malades graves et il les a pas mis dans l'étude, il les a envoyés ailleurs pour mourir. Alors, les malades graves de Marseille auraient pris le train pour aller mourir dans une autre ville où ils les auraient jetés dans la Méditerranée.
C'est honteux ces propos. L'équipe de Didier Raoult n'est pas tout seul, c'est pas un cinglé dans son coin, il a toute une équipe de professeurs remarquables. Aujourd'hui, vous vous entendez très bien. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, avec Didier Raoult, on est en conflit, mais il a une personnalité qui n'est pas toujours facile. Mais bon, on se respecte mutuellement. C'est quand même quelqu'un qui a été un grand scientifique, que je respecte énormément. Et il faut arrêter de le faire passer pour un gourou parce qu'il a les cheveux longs et de la barbe. Hein. Oui, mais je vous posais une question simple. 29 843 morts, c'est le dernier bilan que nous avons. Vous dites, Christian Perron, on aurait pu éviter combien de morts dans ce nombre-là? Pardonnez, j'en ai donné. Je compare, si vous regardez, par exemple, l'IHU de Marseille, chez les gens hospitalisés, c'est 3% de décès. En France, c'est 20% de décès. Si vous comparez le Portugal et l'Espagne, qui sont très proches, l'Espagne, on dit, n'a pas donné de consigne de traitement, n'a pas recommandé la chloroquine. Le Portugal, dès le début, ils ont dit aux médecins, tout le monde sous chloroquine dès qu'il y a un début de pneumonie. Ils ont une létalité qui est ridicule, quelques pourcents. Pareil au Maroc, pareil... Et ce qui est, je trouve très surprenant, c'est que les pays les plus riches, qui ont été le plus sous l'influence de l'industrie pharmaceutique, sont les pays où la mortalité est la plus élevée. C'est très choquant. Quand on dit que la France était la meilleure médecine du monde, la médecine française est tombée dans le caniveau. Heureusement que les médecins généralistes français, c'est eux qui ont tenu la barque. Avec tous les soignants, je leur rends hommage. Vous dites que la médecine française est tombée dans le caniveau. Oui. Je reprends votre expression. Oui, parce que regardez la létalité en France du Covid est la plus élevée du monde, 18,4%, contre 5% aux États-Unis, moins de 5% au Brésil. Donc il y a beaucoup de désinformation là-dessus. La France a été extrêmement mauvaise. Et comme par hasard, c'est le seul pays au monde à avoir interdit l'hydroxychloroquine. Bon, maintenant, je sais qu'aux États-Unis, Fauci a repris la main en interdisant aussi l'hydroxychloroquine aux États-Unis parce qu'il était furieux de voir que les traitements marchaient très bien aux États-Unis, que la létalité était faible aux États-Unis, parce que lui, il veut la promotion du remdesivir et du vaccin. Oui. Vous dites aujourd'hui, on ne me fera pas plier, au fond. Je disais, votre livre est en tête des ventes. Ça énerve tout le monde. Ça énerve tout le monde, mais vous l'assumez? J'assume totalement parce que je suis très serein. Tout ce que je dis est prouvé. Il faut lire le livre. On vous accuse de tout, on vous accuse même de complotisme. J'ai lu ça. Oui. Mais moi, je m'en fous de ces accusations. Ça saute tellement aux yeux des Français aujourd'hui. Avant, les Français faisaient confiance dans leur médecine, Et je rends hommage à 99% des médecins sont remarquables en France. Mais il y a une petite élite qui travaille main dans la main avec l'industrie, qui sont des leaders d'opinion, qu'on manipule un peu tout le monde. Et c'est ça que je dénonce. Moi, je ne peux pas accepter qu'on joue avec la santé des Français. Les Français sont très en colère aujourd'hui. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé. Oui. Et moi, je suis fier de ce que j'ai fait, donc je n'ai pas à rougir. Et j'irai répondre amicalement à mes amis du Conseil de l'Ordre des médecins. Et il n'y a aucun problème. Et vous ne craignez pas de sanctions? Comment on peut me sanctionner alors que j'ai guéri plus de gens que partout ailleurs en France? J'ai respecté le serment d'Hippocrate. Il y en a qui l'ont oublié, je pense, là-dedans. C'est le malade avant tout, plutôt que de se mettre de l'argent dans la poche. Donc là franchement, si on me reproche... J'ai attaqué aucun médecin, j'ai fait aucune diffamation. Je ne vois pas ce qu'on peut me reprocher. Et les Français, je peux vous dire, ils sont tous derrière moi. Je reçois des témoignages de médecins jeunes, de mes anciens élèves, d'anciens académiciens de médecine, de médecins... Du ministère de la Santé, non? Oui, même des gens qui ont travaillé au ministère de la Santé. Non, mais actuel, vous avez des soutiens? Pour l'instant, non, mais c'est pas, ça viendra peut-être. Mais vous ne pouvez pas imaginer tous les jours les centaines de mails de toute la société, de médecins qui me disent bravo, on se reconnaît dans ce que vous dites, continuez votre combat pour la justice. Les Français demandent à y voir clair, ils n'en peuvent plus de ces magouilles, c'est tout. Oui, mais c'est en même temps très violent de dire à quelqu'un qui a perdu un proche, ce proche aurait pu être sauvé. Mais je l'ai dit avant. Violent, oui. C'est violent, mais je l'ai dit avant que ça se passe. On ne m'a pas écouté. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je suis allé dans les médias au début, pendant quelques semaines, espérant faire changer un peu le gouvernement. Rien n'a changé. Bon, le président est allé à Marseille, mais moi j'espérais que ça allait changer quelque chose, il ne s'est rien passé. J'ai dit, c'est plus la peine que j'aille dans les médias, c'est pour ça que j'ai pris un peu de recul pour écrire ce livre, pour exprimer ma colère, parce que cette colère, ce n'est pas ma colère à moi, c'est tous les Français qui sont en colère, qui découvrent ça aujourd'hui. C'est tout. Je suis très fier de ce que j'ai fait. J'assume totalement. Merci beaucoup, Christian Perron. Parole est libre sur ce plateau, comme pour vous, comme pour tous les invités, bien sûr. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise, publiée chez Albin Michel? Je rappelle que vous êtes le chef des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Merci d'avoir été notre invité.